Le 14 janvier 2018, à environ 6h du matin, l'agent Anthony Colas reçoit sur sa radio un appel. On lui annonce qu'une ado se serait échappée de chez elle, à Perris, une petite ville située à environ 1 heure de Los Angeles. Anthony, lui, s'apprêtait à terminer sa patrouille de nuit après avoir enchaîné les appels difficiles. Braquage, violence et même coups de feu tirés contre ses collègues, autant vous dire qu'à ce moment-là, il a qu'une envie, c'est rentrer chez lui. Mais il se dit que cette ado aussi, elle a sûrement envie de rentrer chez elle. Et Perris est sur sa route de retour, donc il se dit que l'appel devrait être facile à régler. Mieux même, il se dit que ce sera une façon de terminer sa nuit sur une note positive. Le coup de l'ado qui fugue, il a l'habitude, et il finit toujours par les ramener chez leurs parents. À chaque fois, tout le monde pleure un bon coup, s'excuse, remercie l'agent d'avoir été là, et la mission s'achève. Alors il prend sa radio et il confirme qu'il se rend sur place. Il devrait y être dans moins de 7 minutes, mais sans le savoir, Anthony vient en réalité d'accepter l'affaire la plus grave de toute sa carrière. 911 emergency, what are you reporting? I just ran away from home. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turkey. Jusqu'ici, l'appel semble tout à fait normal. Ça ressemble à un cas de fugue classique d'une adolescente. Mais c'est la suite de l'appel qui est très étrange. What's your address? My address is 92570. Okay, so now you just gave me a whole bunch of numbers. You didn't give me any kind of street name there. Oh, okay, I'm sorry. Et non, vous rêvez pas. L'enquêtrice lui demande son adresse, mais Jordan semble ne pas comprendre. C'est comme si elle connaissait non seulement pas son adresse, mais ni même ce qu'est une adresse tout court. Alors pour la localiser, l'agente lui demande de décrire ce qu'elle voit autour d'elle. Et quand Jordan lui répond qu'elle voit au loin un panneau stop, elle lui demande d'y aller et d'attendre sagement l'arrivée de son collègue Anthony qui est déjà en route. Le temps qu'il arrive, l'enquêtrice garde Jordan au téléphone et tente de prendre un maximum d'informations pour mieux comprendre la situation. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'elle fait soit face à une adolescente complètement désorientée qui a fugué, soit face à quelque chose de beaucoup plus grave. I wanted to call y'all so y'all can help my sister. We live in Silt, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. We never take baths. When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Un à un, elle va lister les noms de ses frères et sœurs ainsi que leur âge. Au total, 12 noms, plus Jordan, seraient enfermés dans cette maison depuis des années. Et soudain, elle entend une voiture de police s'approcher, celle de l'agent Anthony qui arrive enfin sur les lieux. La caméra qu'Anthony porte affiche 6h11 quand il retrouve Jordan. Et alors qu'il s'attendait à rencontrer une ado de 17 ans, il tombe sur une fille qui a l'air d'avoir 12 ans au mieux. Elle est pâle, mais surtout elle semble complètement perdue. Comme si elle avait jamais mis les pieds dans cette rue auparavant, elle qui habite pourtant à seulement quelques pâtés de maison d'ici. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Jordan répète tout ce qu'elle a révélé au téléphone. Ce qui marque Anthony, c'est pas qu'elle soit stressée de parler à un policier, ça c'est plutôt fréquent, mais c'est qu'elle ait jamais l'air d'avoir parlé tout court à un étranger. Son discours sonne pas comme un discours normal, comme un discours raisonné. Donc Anthony se demande si elle est vraiment totalement consciente. Do your parents know you left your house? No, they don't. So, Do you take any medication? what's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. Elle a 17 ans, mais elle n'a apparemment aucune idée de ce qu'est un médicament. Anthony réalise que la situation est particulièrement étrange, tout va à 1000 à l'heure dans sa tête, et Jordan, elle, continue d'expliquer les sévices que lui font subir ses parents. Our parents are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. Uh-huh. I'm terrified. But I called because my 2 little sisters, they're chained up right now. Ce que décrit Jordan est tellement grave qu'Anthony se demande si c'est pas juste une adolescente qui s'est disputée avec ses parents et qui veut derrière faire l'intéressante, qui veut se venger. Mais pour autant, il veut en avoir le cœur net. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. Malheureusement, Jordan disait vrai. Photo après photo, il voit des filles et des garçons, tous enchaînés au poignet. Et tous sont des frères et sœurs de Jordan qui sont encore là-bas, dans cette maison, au moment même où ils se parlent. Lui qui s'apprêtait à raisonner une jeune fille en pleine fugue se rend compte qu'il vient en fait de tomber sur un cas extrêmement grave de maltraitance infantile. En réalité, il y a 10 vies en plus de celles de Jordan qui sont actuellement en jeu, dans ce quartier pourtant si tranquille en apparence.
You make sure to save these, okay? Okay, I will. Don't get rid of those. I will. Anthony, lui, a de plus en plus peur. Plus il en apprend, plus il réalise que c'est un véritable scénario de film d'horreur qui se déroule sous ses yeux. Mais quoi qu'il ressente, il reste pro. Can you do me a favor? Take a seat in the back of my car. Okay. Do you have any injuries? What's injuries? Are you hurt? Oh, no, not right now. En ce moment, cette précision, elle est terrible, parce qu'on comprend à demi-mot que c'est très régulièrement qu'elle a mal. Et la situation étant gravissime, Anthony se permet de lui demander quelle pourrait être la réaction de ses parents en apprenant qu'elle a fui. Et sa réponse va confirmer ses soupçons. What are your parents gonna do when they find out you left? They're gonna want to literally kill me. What's the worst thing they've done to you? They have choked me against the bed, and Did you call the police? I know I didn't have time to get a phone yet. Il n'y a maintenant plus aucun doute, tout ça est bien réel. Mais une dernière question torture l'esprit d'Anthony qui aimerait qu'aucun adolescent sur Terre n'ait à traverser une telle épreuve. Well, why don't you guys just leave the house? Because we're terrified. We don't really have a way. Everyone's always looking. There's always somebody. Pendant que Jordan continue de répondre aux questions d'Anthony, la radio émet de plus en plus de messages. Des patrouilles de toute la zone confirment qu'elles arriveront bientôt dans le quartier, prêtes à intervenir. Il est 7h du matin, soit 1 heure après l'appel de Jordan, et plusieurs patrouilles de police sont garées devant la maison des Turpin. Le jour commence à se lever et un groupe d'officiers se met en position devant la porte d'entrée de la maison. Avant d'intervenir, les policiers demandent à Jordan si elle veut les accompagner pour confronter ses parents, et là, elle panique. Ça rassure évidemment pas les agents qui craignent une réaction violente des parents face à leur intervention. D'autant plus que Jordan leur a confirmé que son père, David, détient une arme à feu chez lui. Il est 7h19 et le moment que tout le monde redoute arrive. La confrontation. Les policiers frappent à la porte pendant 2 minutes, mais rien ne se passe. Pourtant, ils entendent bien du bruit venant de l'intérieur de la maison. Ils savent qu'il y a bel et bien des gens derrière la porte. Et soudainement... Le visage de Louise et David Turpin parlent pour eux-mêmes. C'est comme s'ils savaient pertinemment qu'à partir de ce moment, ils s'en sortiraient pas. We got a call for a check the welfare here at your house. So check the welfare. So just basically checking everybody, make sure everybody's okay. Yeah, why? David, lui, il reste bien dissimulé dans le fond sans rien dire, mais c'est la mère, Louise, qui va essayer d'en savoir plus. What kind of call did you get? Well, we got a call that there was a young female walking around saying that she came from a house over here. And we were able to find out that this was a house. We just wanted to check and make sure everybody was okay. She came from here? That's what she said. From inside this house? I think so. Et puis David réagit enfin et leur demande s'ils ont un mandat de perquisition. You have a search warrant or anything? Or No. we don't need one, sir? Malheureusement pour lui, dans ce genre de cas de figure, les policiers n'en ont pas besoin et ils rentrent dans la maison, passent à côté de lui sans lui dire un mot. Et c'est à ce moment que les policiers rentrent dans ce qui sera surnommé plus tard la maison de l'horreur. Dès les premiers pas, les officiers comprennent que quelque chose tourne pas rond. La maison est insalubre, les sols sont recouverts de crasse et de déchets, parfois même jusqu'au plafond, et l'odeur elle est terrible, à tel point qu'elle prend le nez. C'est un mélange de nourriture pourrie en décomposition sur les tables, mais aussi d'urine et d'excréments. Et la mère a beau leur expliquer que la maison est un peu en désordre parce qu'ils comptent bientôt déménager, les policiers comprennent très vite qu'il est impossible pour des enfants de grandir sainement dans des conditions pareilles. Et encore moins s'ils sont 13. Et alors qu'ils questionnent les parents, le scénario annoncé par Jordan semble se confirmer. Les policiers aperçoivent enfin l'un des enfants. Une silhouette amaigrie qui a l'air d'errer sans aucun but. Ça inquiète évidemment les policiers, mais ils continuent de poser des questions aux parents comme si tout allait bien dans le but d'aller au bout de leur mission. Et leur mission, c'est retrouver tous les enfants et s'assurer qu'ils soient en bonne santé. Pour ça, ils vont aller fouiller les chambres. Dans la première, au fond de la maison, ils trouvent 2 garçons. Leurs vêtements sont sales, leurs visages recouverts de crasse, et ils ont de toute évidence des marques rouges autour des poignets, malgré le fait qu'il n'y ait pas de chaîne aux alentours. Ils sont très polis, très calmes, et ils suivent les instructions sans broncher. C'est comme si depuis des années, ils avaient été conditionnés à ne faire aucune vague. Les policiers continuent à progresser dans la maison et trouvent la 2e chambre. Ici, c'est le même scénario. Ils découvrent des enfants, mais toujours aucune trace de chaîne. Et puis, en poursuivant la fouille, l'un des policiers remarque que David n'a pas bougé depuis le début de l'intervention. Il se tient debout, fermement devant une porte, comme s'il cherchait à en bloquer le passage. C'est dans cette 3e chambre que les craintes des policiers vont se confirmer. Ils y trouvent 3 enfants, attachés à leur lit par de solides chaînes en fer, dans une odeur très forte d'excréments qui laisse penser qu'ils n'ont pas pu quitter la pièce depuis plusieurs jours. Plus inquiétant encore, les jeunes garçons réagissent à peine à ce qui se passe autour d'eux. Au même moment, dans une autre pièce, un policier finit par trouver d'autres chaînes cachées dans les armoires des enfants. Ça y est, les policiers ont maintenant assez d'éléments pour procéder immédiatement à l'arrestation du couple pour maltraitance infantile. Ils passent les menottes à David et Louise et leur demandent immédiatement où sont les clés du reste des menottes pour pouvoir libérer les enfants. Are there keys to the little locks? There. Yes. Okay, where are they? My son and daughter can get them.
Okay. That's So in the house. the ones that are in the house, they know where they are? Yes. Okay. Louise leur indique alors qu'elles sont dans la commode de leur chambre parentale, une preuve de plus qui montre qu'ils sont bel et bien derrière tout ça. Jordan voit ses parents se faire embarquer sous ses yeux et elle peut enfin souffler. C'est la fin, après des années, de toute cette horreur endurée par ses frères et sœurs, et tout ça grâce à son courage. En parlant de ses frères et sœurs, les policiers pensaient avoir affaire à des enfants et à des jeunes ados, mais la réalité c'est qu'il y a aussi des adultes. 7 d'entre eux ont plus de 18 ans, dont l'aînée, Jennifer, qui elle en a 29. Tout le monde est conduit en urgence à l'hôpital, non seulement pour constater les blessures, mais surtout pour recevoir des soins. Là-bas, Jordan s'émerveille en mangeant un mac and cheese comme si c'était la toute première fois de sa vie. Sa sœur Jennifer, elle, va se mettre à danser de toutes ses forces en entendant de la musique passer sur la télé de l'hôpital. Ça y est, elles sont enfin sorties de l'enfer. Alors la police a beaucoup de questions, et nous aussi. Comment 13 enfants peuvent vivre dans ces conditions, dans un quartier pourtant pas isolé, et sans éveiller le moindre soupçon? Comment est-ce que la famille Turpin a fait pour passer à ce point-là sous les radars? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé exactement durant toutes ces années? Alors les policiers vont réussir à reconstituer une partie du puzzle grâce aux témoignages non seulement des enfants, mais aussi des voisins et de la famille proche. Et bien évidemment, les informations qu'ils vont révéler au public vont faire la une de tous les médias américains, qui vont s'emparer de l'affaire et surnommer la maison de l'horreur. Revenons donc au tout début de l'histoire de Scoop qui commence au milieu des années 80. À l'époque, David et Louise commencent à se fréquenter et leur histoire d'amour commence mal. Louise n'a que 16 ans quand elle se met à voir David qui lui en a 23. Et rapidement, David va décider de fuir avec elle loin de leur état de Virginie occidentale, direction le Texas. C'est la police elle-même qui va les rattraper in extremis avant de les ramener chacun chez soi. Mais le couple va trouver une parade imparable, se marier. Alors que Louise n'a que 16 ans, ses parents vont l'autoriser à se marier avec David qui en a 23. Oui, le même mec qui comptait fuir vers un autre état avec elle juste avant. Voilà, vous avez compris, à partir de là, plus personne ne pourra jamais les séparer. Ils s'installent donc ensemble et se sentent rapidement investis d'une mission religieuse. Eux, qui sont tous les deux très croyants, sont persuadés qu'ils doivent mettre au monde le plus d'enfants possible. Ils accueillent donc très rapidement dans leur vie leur toute première fille, Jennifer, qui naît en 1988. Une année qui marquera donc le début d'une longue série d'abus dans la famille Turpin. À ses 6 ans, Jennifer est scolarisée comme n'importe quelle fille de son âge. Mais très vite, elle va être la cible de harcèlement par ses camarades. En fait, ils vont se moquer de son apparence parce qu'elle se présente en classe toujours avec des habits sales et les cheveux gras. Bien évidemment, elle n'y est pour rien. Et puis ils se mettent à l'appeler sac d'os parce que Jennifer semble particulièrement maigre, voire carrément squelettique. À son âge, évidemment, elle comprend pas pourquoi ses camarades se moquent de tout ça. Et eux non plus comprennent pas qu'en réalité, ce dont ils se moquent, c'est ni plus ni moins que des signes de maltraitance. Les remarques vont durer plusieurs années et Jennifer, qui rêvait d'avoir un groupe d'amis, comme tout le monde à l'école, va en fait se retrouver constamment seule. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est pas des remarques de gamins qui se rendent pas compte. C'est surtout qu'aucun des adultes environnants ne se rend compte que quelque chose ne va pas avec Jennifer et sa famille. Personne au sein de l'école ne va intervenir ou sonner l'alerte. Et même des décennies plus tard, les enquêteurs n'ont jamais retrouvé le moindre rapport dans cette école concernant Jennifer Turpin. En vérité, et c'est d'une tristesse infinie, les premiers adultes qui se rendent compte du problème, c'est ses propres parents, alors qu'ils la maltraitent. Ils savent qu'il la néglige complètement et ils sentent qu'il risque à tout moment de se faire attraper. Alors ils décident non pas de prendre soin de Jennifer, mais de la déscolariser dès le CE2. Elle sera maintenant constamment à la maison, officiellement éduquée par ses parents. Mais dans les faits, elle sera juste livrée à elle-même et entièrement coupée du monde. Et tous les enfants qui suivront après elle dans la famille Turpin subiront le même sort. Aucun ne sera scolarisé et plus personne ne risquera donc d'apparaître sur les radars des services sociaux. Et c'est entre les 4 murs de leur maison que la famille va s'agrandir année après année. Mais pour se protéger, David et Louise, ils doivent encore mentir à leur famille proche. Alors à chaque fois qu'ils les voient, ils font tout pour camoufler la maltraitance. Ils font de leur mieux pour passer pour une famille modèle. David par exemple va proposer à toute la famille de les emmener en vacances, tout frais payé par ses soins. Lui qui a un poste prestigieux d'ingénieur aéronautique, il va en mettre plein la vue à tout le monde. Et évidemment, en vacances, quand les enfants rencontrent leur oncle et leur tante, ils sont propres et ils portent des habits flambant neufs, bien loin de ce qui se passe au quotidien. Et malheureusement, ça marche. De l'extérieur, toute la famille pense que le couple Turpin vive une vie de rêve. Ils ont une belle maison, des enfants qui ont l'air heureux, qui ont l'air d'avoir tout ce dont ils ont besoin, mais évidemment, c'est faux. D'ailleurs, en réalité, le couple est au bord du surendettement. Louise sombre de plus en plus dans l'addiction au jeu d'argent et elle finit par y entraîner David, au point même où ils se retrouvent forcés de vendre leur maison en urgence pour pouvoir renouveler d'autres crédits. Et bien sûr, tout ça, ils oseront jamais l'avouer à leur famille et ils vont tout faire pour continuer à garder ce masque le plus longtemps possible. Et le plus simple pour dissimuler cet enfer, c'est de s'isoler. Ils vont donc décider de s'installer dans une nouvelle maison loin de tout, dans la petite ville de Rio Vista, au Texas. Sur leur ancienne propriété, les nouveaux acheteurs de la maison découvrent un lieu complètement insalubre, rempli de détritus et même d'excréments qui jonchent le sol et les murs. Ils comprennent que la famille vivait donc dans une véritable décharge qui est tout sauf adaptée à l'éducation d'enfants en bas âge. Mais là encore, étonnamment, personne ne sonne l'alerte. Les propriétaires se contentent juste de prendre des photos et puis de tout rénover dans leur coin.
C'est donc dans une région bien plus isolée du Texas qu'on retrouve ensuite la trace du couple Turpin et de leurs enfants, dans une nouvelle maison à l'écart de tout. Là-bas, ils restent vraiment extrêmement discrets, à tel point que les voisins racontent qu'ils les aperçoivent presque jamais et qu'ils savent absolument rien sur eux. La seule info que les gens ont sur les Turpin, c'est que la famille est nombreuse. Quand Jordan arrive au monde en 2000, elle est déjà le 8e enfant du couple qui ne compte pas s'arrêter là. Alors les voisins, ils remarquent quand même des trucs étranges quand ils observent la maison de la famille. Par exemple, les volets restent constamment fermés alors que les lumières sont allumées jour et nuit. Il y a aussi un Noël où les parents se sont mis à accumuler des cadeaux dans leur jardin, dont des vélos flambant neufs, cadeaux qui n'ont jamais l'air d'avoir été utilisés par les enfants puisqu'ils sont restés là à blanchir au soleil. Les rares fois où on voit quelqu'un sortir de là, c'est quand David jette des détritus sur son terrain, ou quand il se met à tirer à l'arme à feu sur des boîtes de conserve avant d'immédiatement rentrer chez lui. Et puis c'est même la famille proche qui va se mettre à ne plus recevoir de nouvelles des parents, qui trouveront toujours des bonnes excuses pour les tenir à l'écart. Soit les enfants sont soudainement malades, soit David a beaucoup de travail. Et quand Skype débarque dans leur vie, les excuses évoluent en conséquence. Un coup c'est l'ordi qui bug, un coup c'est la caméra qui fonctionne pas. Bref, même la famille proche ne sait plus du tout ce qui se passe chez les Turpin. Et si les parents font profil bas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent qu'ils risquent gros. Très gros. David et Louise deviennent avec le temps de plus en plus violents avec les enfants. Ils hésitent plus à les battre quand ils désobéissent, et pire encore, les parents se mettent à régulièrement les attacher à leur lit avec des cordes pour ne plus avoir à s'occuper d'eux. Et un jour, l'histoire a failli s'arrêter là quand un des enfants a réussi, en mordant ses liens, à se libérer, mais malheureusement il s'est fait rattraper par David avant de réussir à s'enfuir de la maison, et c'est là que David a décidé de les attacher maintenant avec des chaînes en fer. Les enfants sont donc régulièrement battus et ils sont obligés de suivre des règles très strictes. Pour pas gâcher d'eau, ils n'ont pas le droit de se laver plus d'une fois par an. Ils ont le droit à un seul repas par jour qu'ils mangent chacun leur tour, et uniquement quand leur mère les y autorise. Et la majorité du temps, on les force à rester assis sans aucune raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut apercevoir dans la vidéo que vous allez voir, qui est une rare vidéo qui montre ce qui se passait à l'intérieur de la maison des Turpin. Cette vidéo, elle a été enregistrée par Jordan grâce à une caméra qui était intégrée à l'une de ses Barbies. C'est un des rares jouets pour enfants qu'elle possède et qui permettra d'avoir des traces vidéo de l'intérieur de la maison. David est tout sourire et part pour le boulot, pendant que les enfants sont sagement assis par terre comme s'ils n'existaient pas. Et c'est pareil pour Louise, la mère, qui passe son temps au casino ou devant la télé dans le salon. Elle s'occupe absolument pas de ses enfants, elle se contente juste d'hurler des ordres aux aînés en espérant qu'ils s'occupent de tout. Et plus le temps passe, plus la maison, comme les précédentes, finit par se transformer en véritable décharge. La situation est si dramatique que la famille va d'ailleurs finir par préférer abandonner la maison plutôt que de la nettoyer. David décide d'acheter un mobil-home flambant neuf et de l'installer dans le jardin. Toute la famille va y déménager, laissant pour la seconde fois derrière eux une maison presque en ruine. Les parents vont finir par fuir de nouveau, mais cette fois, seuls. Ou presque seuls. Ils vont emporter avec eux uniquement leurs 2 plus jeunes enfants et ils vont partir vivre dans un appartement en location à plus d'1 heure de route de là. Oui, ils laissent derrière eux les 10 autres enfants qui doivent désormais se débrouiller seuls tout en ayant l'interdiction de sortir, peu importe le motif. La responsabilité du groupe revient donc à l'aînée, Jennifer, qui doit maintenant s'occuper de tout le monde. David viendra lui apporter de temps en temps des sacs de nourriture congelée et cette rencontre sera leur seul et unique contact avec le monde extérieur. Et ça, c'est quand David n'oublie pas de lui apporter des vivres. Jordan, qui à l'époque n'a que 6 ans, se rappelle qu'il mangeait au mieux 1 fois par jour et il mangeait du pain et du beurre de cacahuète. Jennifer doit aussi veiller à ce que les enfants respectent les instructions des parents qu'elle a régulièrement au téléphone. Au moindre problème, elle a pour ordre d'enfermer ses frères et sœurs dans une des cages que David a construites lui-même dans le mobil-home. C'est évidemment horrible pour Jennifer, mais qui n'ose pas refuser tant elle a peur pour elle et pour ses frères et sœurs. Mais malgré tout, un jour, c'en est trop pour elle. La situation est inhumaine et elle voit bien que ses frères et sœurs peuvent pas grandir dans des conditions pareilles. Alors elle décide de braver le pire des interdits, sortir à l'extérieur. Sans hésiter, elle escalade plusieurs grillages et fonce vers la route la plus proche pour prévenir une automobiliste. C'est peut-être bien la première fois de sa vie qu'elle sort si loin de chez elle sans supervision. La femme au volant, qui est une habitante du quartier, fait monter Jennifer à bord. Elle lui demande son nom et son prénom, mais Jennifer refuse de les lui donner par peur de s'attirer des ennuis. Elle lui demande juste de la conduire dans la ville la plus proche avant de lui poser des questions très étranges, comme par exemple lui demander quelles sont les démarches pour obtenir un job, un appartement ou une voiture. Ça étonne évidemment beaucoup cette automobiliste, cette voisine qui ne comprend pas que Jennifer, à son âge, n'ait aucune idée de comment faire tout ça. Elle la dépose alors en face d'une agence qui parfois recrute des intérimaires avant de poursuivre son chemin. Malheureusement, Jennifer, sur elle a aucun document d'identité, donc impossible de déposer un dossier. Elle, qui pensait enfin pouvoir sauver ses frères et sœurs, se retrouve sans aucune solution, et elle n'a aucune chance de faire quoi que ce soit sans aide extérieure. Et de toute évidence, elle se voit pas alerter qui que ce soit de sa fugue, de peur des conséquences. Elle finit donc par faire la seule chose en son pouvoir à ce moment-là, appeler sa mère, lui avouer qu'elle est en ville, et lui demander de venir la chercher avec, on imagine à l'arrivée, une punition très sévère.
On sait pas exactement ce qui est arrivé à Jennifer pour être sortie. En revanche, le couple s'est senti menacé puisque le comportement de Jennifer allait certainement faire beaucoup de bruit en ville. Ils décident donc une fois de plus de déménager du jour au lendemain sans prévenir personne. Cette fois, les Turpin posent leurs valises à Murrieta, un quartier assez tranquille de Californie. Et là, il va y avoir du changement dans leur comportement. Depuis qu'ils sont arrivés, ils semblent un peu plus à l'aise avec le fait de sortir avec les enfants en public. Contre toute attente, ils vont même régulièrement les emmener à Disneyland. Alors les conditions sont évidemment très particulières, les enfants doivent sortir de la maison tous en file indienne, habillés de la même manière et ordonnés par âge. David et Louise, eux, en profitent pour poster toutes ces belles photos sur Facebook pour rassurer les proches qui, rappelez-vous, ne les ont pas vus depuis maintenant des années. Alors même s'ils ont l'air très heureux d'être là, ils ont quand même des consignes très strictes à respecter, dont une principale, l'interdiction totale de parler au moindre étranger. Ils peuvent sourire, ils peuvent être polis, mais c'est tout. Ils ne parlent à personne. Parce que oui, aux yeux du monde, ils doivent passer pour une famille heureuse. Alors naïvement, on pourrait se dire que les enfants pourraient se rebeller à ce moment-là. Ils sont enfin dans le monde extérieur, entourés de gens, mais ce serait sous-estimer l'impact d'autant d'années passées en captivité et l'impact de parents extrêmement manipulateurs. En plus de ça, ils ont cette information qui résonne toujours dans leur tête. Si quelqu'un a le moindre doute sur leur famille, les services sociaux vont débarquer et séparer tout le monde. Frères et sœurs seront à jamais séparés dans des familles différentes, peut-être même dans des pays différents, et ils se reverront jamais. C'est ce que leurs parents leur ont dit, et même s'ils rêvent tous de s'enfuir, il y a une chose qu'ils veulent encore plus, ne pas être séparés. Et d'ailleurs, quand on sait tout ça, elles donnent froid dans le dos les photos. En particulier celle-ci où les enfants sont numérotés de 1 à 12, en dessous du mot sing qui veut dire chose. C'est aussi à cette période que le couple va sortir de plus en plus souvent de la maison pour aller faire la fête et dépenser un maximum d'argent. Ils vont d'ailleurs aussi aller à Vegas, déjà pour jouer au casino, mais aussi pour renouveler leur vœu de mariage. Oui, les mariages dans une chapelle où un Elvis habillé en prêtre te marie. Et le tout sous l'objectif d'une caméra. À partir de là, Louise va développer une obsession hyper étrange. Elle va se mettre à acheter en énorme quantité des vêtements neufs pour enfants et des jouets soigneusement emballés. Toute la maison finalement se remplit de ce qui devrait être un véritable paradis pour enfants. On pourrait croire que c'est un début de rédemption de sa part, que c'est un début d'envie de bien s'occuper de ses enfants, mais pas du tout. C'est juste la perversité des parents qui franchit un nouveau cap. En réalité, ces vêtements et ces jouets, elle leur interdit strictement d'y toucher. Mais ils sont là, comme pour les narguer. Eux qui ont le droit qu'à un repas par jour et à aucun loisir sont maintenant constamment tentés. Et comme si ça suffisait pas, les parents vont se mettre à laisser traîner de la nourriture en plus du reste. Des gâteaux ou des morceaux de pizza avec évidemment des sévices à la clé pour les enfants qui oseront y toucher. Par contre, à côté de ça, les parents, eux, sont aperçus tous les jours dans le Taco Bell de leur quartier, à tel point que tous les employés connaissent leur nom et leurs commandes par cœur. Le contraste entre le quotidien du couple et celui de leurs enfants n'a jamais été aussi écœurant. Sauf qu'avec toutes ces dépenses, entre voyages à Vegas, achats compulsifs, jeux d'argent, le couple finit par plonger dans une spirale infernale, celle des crédits. Malgré les revenus de David, les finances ne suivent plus et le couple se voit obligé de déposer un dossier de surendettement. Normalement, avec des dettes aussi élevées et 12 enfants à charge, les autorités s'alarment et elles lancent des vérifications pour s'assurer que tout le monde va bien. Sauf que cette fois, ils acceptent juste le dossier et les Turpin continuent à vivre comme ils l'ont toujours fait, grâce à de nouveaux crédits. Ils continuent les visites à Disney, ils continuent les achats compulsifs et en 2013, ils ramènent même une nouvelle fois leurs enfants à Vegas pour renouveler leur vœu de mariage dans la chapelle d'Elvis. Comme d'habitude, les enfants sont tous habillés de la même façon, les fils sont obligés d'avoir la même coupe que leur père et tout le monde se met à danser et à sourire comme si tout allait bien. En 2014, la famille décide d'emménager de nouveau, cette fois à Perris, comme s'il fallait éviter de rester trop longtemps au même endroit pour ne pas éveiller les soupçons. Et vous connaissez le schéma, il se reproduit, les voisins sont étonnés, puisque la nouvelle famille du quartier est hyper mystérieuse, qu'ils les voient quasiment jamais, et que le peu de fois où ils les voient, ils remarquent 2-3 trucs qui clochent sans pour autant se dire que c'est grave. Il y en a par exemple qui découvrent que les enfants semblent vivre la nuit et qu'ils ont aussi des rituels assez étranges. Il y a notamment un voisin qui les verra plusieurs nuits de suite marcher en file indienne de façon militaire pendant des heures. Il y a aussi une voisine en 2015 qui va voir les enfants décorer l'extérieur de leur maison à Noël, et comme c'est la première fois qu'elle les aperçoit, elle va les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire et pour essayer de nouer un lien avec eux. Sauf que plutôt que de sympathiser, les enfants vont juste être livides. Ils savent pas réagir, ils sont figés sur place comme s'ils étaient effrayés de voir quelqu'un à l'extérieur. Et d'ailleurs, au bout de quelques secondes, leur mère leur demandera de rentrer, et c'est la dernière fois que la voisine les verra, et c'est aussi la dernière fois qu'ils auront la chance de pouvoir décorer leur maison pour Noël. En 2015, les parents les ramènent une nouvelle fois à Vegas dans la chapelle d'Elvis. Et non, depuis tout à l'heure, je vous montre pas la même vidéo de la première année où ils y sont allés, c'est bien cette fois en 2015. On a l'impression de voir un disque rayé et glauque tourner en boucle encore et encore et encore sans que rien ne puisse l'arrêter. Les choses vont enfin bouger. Non pas parce que les parents changent, mais parce que Jennifer, qui est chargée de surveiller les enfants quand les parents ne sont pas là, va commencer à lâcher du lest.
Elle sait qu'elle risque gros, mais elle peut plus continuer à faire souffrir sa propre famille. Donc petit à petit, elle va laisser ses frères et sœurs ouvrir les fenêtres pour respirer l'air extérieur, et elle va aussi les laisser regarder la télé. Évidemment, ils se jurent les uns les autres de garder tout ça très secret, et ils profitent pour la première fois du monde extérieur. Alors quand je vous parle de monde extérieur, je parle pas juste du fait d'aller à l'extérieur de la maison, je parle de découvrir tout ce qui se passe en dehors de cette maison. Et mieux même que la télé, ils découvrent Internet. Parce que oui, l'un des garçons a accès à un téléphone. Alors comment c'est possible? Eh bien parce que ses parents le lui ont confié pour pouvoir rester en contact avec lui en cas de problème à l'université. Oui, ses parents l'ont autorisé à s'inscrire en cours. À condition d'être fliqué continuellement, évidemment. C'est Louise qui l'accompagne tous les jours en classe et qui l'attend jusqu'à la fin de ses cours pour le ramener immédiatement à la maison. Un comportement qui va clairement étonner ses camarades qui en plus le trouvent tout le temps triste et fuyant. Avec Internet, il découvre un monde immense dont il ne soupçonnait pas l'existence. Et Jordan, qui a 14 ans à ce moment-là, va découvrir comme toutes les autres adolescentes de son âge, Justin Bieber. Et évidemment, elle va devenir fan. Elle adore son énergie et ses paroles qui lui font comprendre qu'il y a quand même des choses heureuses dans le monde et qu'il y a toujours de l'espoir. Mais ça, pour Jordan, c'est que l'étape 1. Découvrir Internet, c'est une chose, mais elle rêve surtout d'en faire partie. Donc avec ce téléphone, elle va lancer sa chaîne YouTube et mettre en ligne ses propres chansons qu'elle enregistre cachées dans sa chambre. Alors c'est des chansons assez tristes, mais qui lui permettent à ce moment-là d'extérioriser tout son mal-être. Et puis un jour, elle reçoit un commentaire qui changera sa vie à tout jamais. Ce commentaire, c'est un fan qui sent que quelque chose cloche et qui lui demande pourquoi elle se filme toujours de nuit et dans ce même angle de caméra. Comme si elle cherchait à se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et cette inquiétude, ce doute exprimé, eh ben c'est la première fois que Jordan l'entend de la bouche de quelqu'un. Parce que oui, toute l'histoire des Turpin a été remplie de gens qui voient des choses étranges, mais qui ne disent rien. Et ça va tout changer, parce que Jordan, elle se livre. Elle lui répond qu'elle et ses frères et sœurs sont forcés de vivre la nuit, qu'ils mangent presque rien. Et en lisant ça, l'internaute va pas hésiter une seule seconde et il va lui dire que la situation n'est absolument pas normale et qu'elle devrait d'urgence appeler la police. Et pour Jordan, c'est un véritable déclic. Malheureusement, tout n'est pas si simple. Elle a encore hyper peur de ses parents et donc elle veut attendre le bon moment pour avertir ses frères et sœurs. Parce que s'ils font la moindre chose de travers, ils risqueraient de tout perdre. Mais malheureusement, un jour, sa mère la surprend, téléphone en main. Jordan n'a aucune excuse. Sa mère se rapproche d'elle avec des yeux remplis de haine et elle va déchaîner sa furie sur Jordan en la plaquant contre son lit avant de l'étrangler de toutes ses forces. Jordan sent qu'elle perd conscience, elle croit même mourir à ce moment-là, mais sa mère va se ressaisir à la dernière seconde avant de quitter la chambre en claquant la porte derrière elle. Depuis ce jour, Jordan ne passe plus une nuit sans faire de cauchemars dans lesquels elle revit cette scène en boucle encore et encore. Et cette peur, c'est ce qui va finalement lui donner le courage dont elle a besoin. Elle finit enfin par se livrer à ses frères et sœurs et à tout leur expliquer. Elle leur parle du commentaire qu'elle a reçu et elle leur explique à quel point tout ce qui traverse n'est pas normal et insoutenable. À partir de maintenant, elles vont chaque soir se réunir en cachette pour mettre au point un plan. Et ce premier plan, il est pas du tout efficace. En fait, comme elles ont aucune idée des réalités du monde qui nous entoure, elles vont d'abord choisir d'appeler une entreprise de taxi. Et donc forcément, l'homme qui répond n'a évidemment aucune idée qu'il a au bout du fil des filles affamées et battues qui cherchent juste à fuir la maison familiale. The very beginning of Nevada. Yeah. How much would it cost? A couple hundred? I'm not going. I'll take a bus. Alors elles mettent au point un autre plan, et c'est celui-là qui va les mener à la liberté. Jennifer, l'aînée, se met à dessiner de tête une carte de leur quartier. Alors elle se souvient pas tout tant les sorties ont été rares, mais elle indique quelques rues et croisements dont elle se rappelle. L'idée ce serait que l'une d'entre elles prenne le téléphone, sorte de la maison et court le plus loin possible avant d'appeler les secours. Alors sur le papier ça pourrait marcher, sauf que, une fois de plus, elles ont trop peur des conséquences si jamais le plan échoue. Elles savent que leurs parents sont de plus en plus violents, Jordan leur a raconté que leur mère l'a étranglé, et elles ont peur de tout y passer. Elles vont donc plus en parler pendant 2 ans, jusqu'au 14 janvier 2018, où tout bascule. Jordan, qui a 17 ans, entend une conversation entre ses parents. Apparemment, toute la famille s'apprêterait à déménager dans l'Oklahoma, à plus de 2000 km de là. Et Jordan sait très bien que ce déménagement, comme tous les précédents, ne sert qu'à une chose, calmer les soupçons qui pèsent dans le voisinage. S'ils partent ailleurs, tout recommencera à zéro. Et si ça se trouve, cette fois, ce sera dans une maison bien isolée où plus personne ne pourrait les aider. Alors cette fois, c'est décidé, c'est maintenant qu'il faut alerter quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Elle commence par prévenir ses sœurs qui vont lui conseiller de prendre des photos avec le téléphone, notamment des chaînes, pour prouver au secours que tout ça est bien réel et empêcher les parents de mentir à la police si jamais ils ont eu le temps de cacher toutes les preuves. Juste avant de partir, elle fabrique un faux mannequin qu'elle cache sur son lit pour essayer de gagner un maximum de temps si jamais ses parents rentreraient dans la chambre pendant qu'elle est en fuite. Elle prend la casquette de l'une de ses petites sœurs et lui promet qu'elle ne l'oubliera jamais quoi qu'il arrive. Et maintenant que les enfants sont tous censés être couchés, elle enjambe la fenêtre qui donne vers l'extérieur. Ce que vous voyez là, c'est des caméras de sécurité qui appartiennent à un voisin et qui ont enregistré toute la scène. Il est 5
5h49 du matin quand Jordan s'échappe enfin de la maison de l'horreur et court vers sa liberté. Elle court de toutes ses forces avant d'enfin sortir le téléphone et d'appuyer sur 911. Vous connaissez la suite, une dizaine de minutes plus tard, l'officier de police Anthony viendra à sa rencontre et changera sa vie à tout jamais. Grâce à l'enquête, on sait désormais pourquoi les parents ont mis plus de 2 minutes à ouvrir la porte de leur maison. Ils étaient en train de détacher tous les enfants de leur lit et d'essayer de cacher toutes les preuves de maltraitance, avant d'essayer de gagner du temps pour pas que la police pousse les recherches jusqu'à la 3e chambre dans laquelle étaient encore attachés 2 des enfants. Tout se déroulait sur la vie des Turpin, c'est les enquêteurs qui ont réussi à le reconstituer, après des longs mois de recherche et notamment grâce aux témoignages bien évidemment des enfants. D'ailleurs en parlant des enfants, certains ont dû passer plusieurs mois hospitalisés tellement leur santé était fragile. Beaucoup d'entre eux n'arrivaient pas à marcher correctement et leur taille était diminuée par rapport à la normale. La malnutrition durant toutes ces années aurait même atteint leur cœur, qui fonctionnerait pour certains anormalement. Et surtout, ils ont tous beaucoup de mal à s'exprimer correctement et à socialiser avec des inconnus, y compris les gens à l'hôpital qui s'occupent d'eux. Alors au tribunal, les preuves sont accablantes et les parents sont jugés pour torture, négligence et abus sur leurs enfants. Louise se défend en disant qu'elle avait elle aussi été abusée dans son enfance, mais bien évidemment ça n'arrive pas à convaincre les jurés. David, lui, va refuser de dire le moindre mot aux enquêteurs durant toute leur investigation. Et face au juge, il se contentera juste de lire une lettre. Certains des enfants extrêmement courageux viendront eux aussi à la barre pour expliquer l'impact que tout ça a eu sur leur vie. La sentence tombe et David et Louise sont condamnés à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Alors il reste quand même des éléments auxquels personne n'a eu accès publiquement, notamment des centaines de carnets dans lesquels les enfants auraient écrit leur quotidien pendant toutes ces années. Oui, on sait pas exactement pourquoi, mais leurs parents leur laissaient avoir des journaux intimes, qui faisaient d'ailleurs certainement partie des preuves accablantes. Toute cette affaire est devenue publique et a évidemment beaucoup ému l'Amérique, ce qui a permis de récolter une cagnotte de plus de 600 000 $ pour s'assurer que tous les enfants Turpin puissent accéder à une éducation et à enfin des bonnes conditions de vie. Tous les enfants mineurs, eux, ont été replacés dans des familles d'accueil, et Jordan, l'héroïne qui a réussi à s'échapper, a reçu évidemment une attention particulière de la part des médias. Cette exposition, elle l'a appréciée parce qu'elle tenait à ce qu'on connaisse son histoire et surtout parce qu'elle tenait à montrer qu'au-delà des souffrances, c'est leur amour envers les autres et leur courage qui les a sauvés. D'ailleurs, elle s'est étonnamment très vite adaptée au monde normal puisqu'elle est même devenue très populaire sur TikTok, elle a créé son compte et elle fait des TikTok où elle fait des blagues, elle danse et elle raconte son histoire à travers le pays. Elle qui pouvait s'échapper à travers des vidéos qu'elle voyait sur internet via le téléphone de son frère, et ben désormais les vidéos, elle les fait. Et ça, c'est beau. Elle finit même par signer un deal en tant que mannequin et lance sa propre marque de vêtements, Braveness, pour bravoure en français. Jennifer, elle est devenue infirmière et elle a aussi écrit un livre sur toute son histoire. Alors malheureusement, la fin de l'histoire, c'est pas que du positif. L'enfer va continuer pour certains des enfants. Il y a de très grosses faiblesses dans les services sociaux américains et ils en ont payé les frais. Parmi eux, il y en a donc qui sont placés en famille d'accueil et ils vont entendre leur famille dire qu'ils comprennent pourquoi on les attachait. Et pire encore, il y en a même qui seront abusés par leur nouvelle famille d'accueil. Et alors même que les services sociaux étaient alertés de cette nouvelle terrible situation, il faudra plus de 3 ans avant que la police n'intervienne. Et pour le reste des enfants qui étaient majeurs depuis les faits et donc n'ont pas eu besoin d'être placés en famille d'accueil, la suite n'est pas non plus très heureuse. Ils devaient être suivis et conseillés par une assistante sociale puisqu'ils connaissent rien du monde qui les entoure, sauf qu'elle les a presque abandonnés. L'un des frères Turpin dira qu'elle a même pas autorisé à s'acheter un vélo. Alors faute de pouvoir se déplacer, il lui a demandé un cours sur des choses basiques, comme par exemple savoir prendre un bus ou même comment faire pour traverser la rue, et qu'a répondu l'assistante sociale ? Bah t'as qu'à chercher sur Google. C'est absolument horrible. Et à propos des 600 000 $ récoltés pour leur cause, ils les ont jamais vus, ils les ont jamais touchés. Apparemment, ils seraient bloqués quelque part sans que les enfants puissent y accéder. Alors il y a des journalistes qui ont voulu leur venir en aide et mener l'enquête sur pourquoi cet argent n'est pas à leur disposition, sauf que malheureusement, personne n'est en mesure de leur répondre. Du coup, les enfants grandissent en partie dans des quartiers très dangereux, faute de pouvoir se payer des logements décents. Et d'autres d'ailleurs sont obligés d'aller de canapé en canapé chez des proches et des amis. Alors rassurez-vous, parce que là c'est hyper triste comme fin, les choses bougent quand même là. Il y a plein de nouvelles enquêtes qui ont été menées par des journalistes et qui ont permis de mettre en lumière toutes ces failles. On espère que ça permettra d'améliorer les conditions des enfants placés en famille d'accueil à travers tout le pays. Et aussi il y a des associations qui s'en sont mêlées et qui ont décidé de lancer des récoltes de fonds qui cette fois iront directement aux enfants. Et en parlant des enfants, aujourd'hui ils ont tous grandi et pour la plupart d'entre eux la vie semble quand même bien plus agréable. Jordan continue de poster régulièrement sur ses réseaux sociaux où elle danse d'ailleurs parfois avec certaines de ses sœurs et ils se retrouvent tous régulièrement de façon secrète et loin des médias pour passer des bons moments ensemble. Jordan, elle a même vécu un rêve. Justin Bieber l'a invité à l'un de ses concerts puisqu'il a entendu parler de l'histoire et elle a pu le rencontrer en backstage, lui et sa femme. Ce qui est incroyable quand on se rappelle que c'est lui qui lui avait en partie donné le courage de s'enfuir de la maison et de prévenir la police. Donc malgré toute la tristesse de cette histoire, on peut et on doit finir sur une note positive parce que c'est exactement ce que veulent Jordan et Jennifer.
Elles veulent surtout pas que leur nom soit associé à de la tristesse, voire même à de la pitié, mais bien au contraire, elles veulent qu'on l'associe à du courage et à de la bravoure. Finalement, elles veulent être associées à ces mêmes valeurs qui ont poussé Jordan à s'enfuir, appeler la police et sauver toute sa famille. On commence avec la première histoire, qui sera l'histoire incongrue. Elle est méga badante, vous allez voir, mais la chute est un peu genre cool. Je dirais pas que vous allez taper une barre devant la chute, mais vous allez faire Nani. Bref, cette première histoire, c'est celle de Marcus, et elle lui est arrivée il y a quelques années quand il rendait visite à un ami à lui à Cologne. Et dans la foulée, il se dit qu'il va en profiter pour se joindre à une réunion de son groupe de LARP. Là, vous vous dites comme moi en lisant l'histoire, mais c'est quoi LARP? Je comprends pas. Et pourtant, vous allez voir, c'est proche d'un truc que vous connaissez sûrement. En gros, imaginez un jeu Donjons et Dragons, vous savez, où tout le monde est autour d'une table, lance les dés, il y a un maître du jeu, on fait face à des situations, on prend des décisions, etc. Bah là, c'est la même chose, sauf que chaque personne autour de la table est déguisée et incarne vraiment le personnage qu'il joue dans le jeu. Bref, vous l'aurez compris, Marcus, il est fan de RP et il en fait d'ailleurs depuis qu'il a 14 ans. Et quand il a commencé à bien gagner sa vie, bah il a commencé à investir de l'argent dans ses costumes, dans son RP, et ça fait de lui un joueur assez important de RP. Il est bon là-dedans, c'est son délire. Bref, Marcus va donc à cette soirée RP à laquelle il va jouer à ce jeu avec ses amis, et puis à la fin de la soirée, il a toujours son déguisement. Et à ce moment précis, il doit rentrer chez lui et donc traverser la ville en chevalier médiéval. C'est pas un plan de ouf quoi en termes de discrétion, t'attires bien l'attention à une heure où t'as vraiment envie d'être invisible, c'est chiant. Il décide donc de se changer avant de partir de cette soirée pour redevenir un simple civil dans les rues de Cologne, sauf que toute la tenue ne rentre pas dans son sac. Il garde donc sur lui un bout de pantalon, un bout de tunique, enfin il garde quelques trucs qui rentrent vraiment pas dans son sac, et il se dit bon ça fera le taf, je suis globalement beaucoup plus discret que quand j'avais la full tenue de chevalier médiéval. Marcus prend le bus, le Noctilien, pour rentrer chez lui, et dans le bus il remarque un mec qui le guette pas mal du coin de l'œil. Mais il se dit bon, si les rôles étaient inversés, il ferait la même, il regarderait l'autre en se disant mais qu'est-ce que ce mec fout avec des bouts de tunique, un pantalon déchiré bizarre, on est où là? Quelques arrêts plus tard, Marcus descend du bus et cet inconnu descend à la même station que lui. Marcus est bientôt arrivé chez lui, enfin chez lui, chez son ami qu'il héberge, à qui il rendait visite à la base en allant à Cologne, mais il a faim et il se dit que ce serait peut-être cool de taper son meilleur kebab avec son pote avant de rentrer dormir. Il décide donc de l'appeler et il lui demande de le rejoindre. Marcus arrive en premier au kebab et il attend. Et pendant l'attente, il regarde au loin et il aperçoit une nouvelle fois ce fameux mec qui était dans le bus avec lui et qui cette fois marche tout droit vers lui. Mais Marcus il se dit bon bah le mec rentre chez lui, il vient vers moi mais en même temps je suis dos à une rue donc je vais juste me décaler contre le mur et puis il va rentrer chez lui, voilà et fin de l'histoire. Sauf qu'au moment où il se décale, l'inconnu lui attrape le bras, il sort un couteau, il lui dit en le regardant dans les yeux, je veux ton portefeuille, ton sac et ton téléphone. Marcus, sous la menace du couteau, lui donne son portefeuille et son téléphone, mais il lui explique que dans son sac, il y a rien à part un costume de RP qui lui a pris des années à faire et qui vaut que dalle. Sauf que cette simple phrase déclenche chez cet inconnu on ne sait quoi. Et Marcus se prend 2 coups de couteau en plein dans le ventre. Et là, les souvenirs de Marcus sont flous. Il se souvient de se faire secouer presque immédiatement après être tombé par terre par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est son ami qui en fait vient de le rejoindre et vient de le voir se faire poignarder sous ses yeux. Mais à ce moment-là, l'inconnu, il a pas encore pris la fuite, il est avec les affaires de Marcus à seulement 1 mètre de Marcus et il se met à marcher vers l'ami de Marcus pour probablement l'agresser lui aussi. L'ami de Marcus regarde tout autour de lui et il tombe sur le casque d'armure médiévale de Marcus qui est tombé du sac quand le mec le lui a arraché des mains. L'ami de Marcus prend donc ce casque dans la main, il met des énormes coups sur le mec avec et ça suffit à le faire fuir. À ce moment-là, Marcus est toujours à terre, il est mal, mais l'inconnu n'est plus là, il n'y a plus de danger, et donc son ami le relève et commence à examiner ses blessures. Et là, c'est le fameux truc incongru dont je vous parlais. La tunique de Marcus est déchirée, mais il se trouve que par chance, il avait gardé sous sa tunique sa putain de côte de maille. C'est lourd, ça se compacte pas, ça se plie pas, c'est un enfer. Du coup, il l'a gardé sur lui avant de partir, et c'est ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là, puisqu'au lieu d'avoir une énorme plaie profonde au niveau de l'estomac, il a juste quelques égratignures et un énorme bleu. Marcus explique donc que si ce soir-là, il revenait d'une autre soirée qu'une soirée roleplay à laquelle il était habillé en chevalier médiéval, il serait mort pour avoir voulu dire au gars que ça servait à rien de voler son sac qui contenait des costumes en mousse. C'est incroyable la chance qu'il a eu. Voilà, c'était le petit truc incongru dont je voulais vous parler en premier. Ça nous fait extrêmement bader, mais ça finit bien, le hasard est un peu improbable. Bref, je vais faire du RP moi, c'est sûr. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire, et alors là, accrochez-vous. Je crois qu'on n'a pas encore eu ce cas de figure là. C'est l'histoire de Zoé, et c'est une histoire qui a été postée sur le Let's Not Meet FR. Et elle est incroyable, merci Zoé d'avoir pris le temps de la raconter. Tout d'abord, contexte. Zoé a 20 ans. Elle habite en banlieue dans une petite résidence de 6 maisons qui sont unies par une petite cour. Cette petite cour est censée être protégée par un portail, sauf qu'il est extrêmement souvent cassé, et ce jour-là, devinez quoi? Il l'était. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de la clé du portail pour pouvoir l'ouvrir, puisqu'il était juste grand ouvert. La maison de Zoé, c'est un rez-de-chaussée et un étage. À l'étage, il y a 4 chambres, dont la chambre de Zoé, et au rez-de-chaussée, il y a une chambre d'amis transformée en chambre de soins. Pourquoi en chambre de soins? Parce que Zoé explique qu'elle a des gros problèmes de santé, et que depuis toujours, elle reçoit la visite d'infirmières dans une pièce dédiée à ça, dans laquelle est rangé donc tout
le matériel dont les infirmières ont besoin, les médicaments. Bref, c'est là où se déroulent les soins dont Zoé a besoin. Dans cette maison se trouve aussi le chien de Zoé, dont elle est très proche. Tellement proche qu'il est capable de sentir quand Zoé va faire une crise d'épilepsie avant qu'elle la fasse. Évidemment, il aboie jamais, même pas sur les infirmières qui passent à la maison, puisqu'il est habitué à leur passage et il les connaît toutes. Enfin, la fréquence des passages de ces infirmières, c'est 4 à 5 fois par jour. C'est conséquent, mais c'est le traitement de Zoé. Vous comprenez donc pourquoi il y a une pièce dédiée à ça. Bref, ce matin-là, il est 8h, et comme chaque matin, Sandra, l'infirmière libérale parmi d'autres, qui s'occupe de Zoé, toque à la porte. Zoé lui ouvre la porte et elles vont toutes les deux dans la chambre de soins pour que Sandra s'occupe d'elle. Le traitement, c'est un process assez précis auquel Zoé est complètement habituée, elle le connaît par cœur. D'abord, elle lui fait une perfusion d'antidouleur. Ensuite, elle remplace ses diffuseurs d'antibiotiques, puis elle lui fait une prise de sang, puis enfin, elle remplace la cassette de sa pompe à morphine. Pendant tout ça, évidemment, Zoé, elle discute avec l'infirmière, en l'occurrence Sandra, elle parle un peu de tout et de rien. Après 40 minutes de soins, Sandra donc s'apprête à partir de chez Zoé, et elle lui dit, bon bah voilà, je reviens dans 4 heures, mais aujourd'hui, j'aurai peut-être un poil de retard. Ça n'alerte absolument pas Zoé, qui lui dit, ok, pas de souci, et qui va ensuite se poser dans son canapé avec son chien. Le temps passe, et puis elle entend une voiture se garer devant chez elle. Elle regarde l'heure, et il est 11h50. On est donc 1 heure avant l'arrivée prévue de Sandra. Et puis en levant les yeux, elle voit que son chien est maintenant assis devant la porte d'entrée et qui grogne. Mais malgré tout, Zoé, elle est pas paniquée du tout. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui lui est déjà arrivé, qu'une infirmière arrive 1 heure en avance, puisque des fois elles inversent 2 créneaux pour des histoires de logistique, c'est plus pratique selon où elles sont, etc. Elle entend toquer à la porte, et ça c'est étrange parce qu'habituellement à partir du 2e créneau de la journée, l'infirmière ne prend plus le temps de toquer, elle rentre directement, elle va voir Zoé. Et puis en ouvrant la porte, elle tombe non pas sur Sandra, mais sur une infirmière qu'elle n'a jamais vue. Elle lui explique qu'elle s'appelle Camille, qu'elle est étudiante en 3e année d'infirmière, et que Sandra sera un peu en retard et elle lui a donc demandé de venir préparer les soins avant son arrivée. Encore une fois, c'est un truc qui est déjà arrivé pas mal de fois à Zoé ça. Mais bon quand même, elle est étonnée que Sandra l'ait pas prévenue, surtout qu'habituellement au moindre imprévu, elle reçoit un message direct. Elle se dit qu'elle doit être débordée, et donc elle montre à Camille, cette étudiante, la salle de soins. Mais son chien continue de grogner, à tel point que Zoé le sort de la salle de soins et l'enferme dans le salon. De retour dans la salle de soins, Zoé s'assoit, elle sort son tel, elle check des trucs, le temps que Camille fasse toutes les préparations. Et en levant les yeux, Zoé voit que Camille a dans la main une seringue. Alors, pour vous et moi, oui, il y a rien d'anormal, mais pas pour Zoé. Zoé, elle connaît par cœur le process de ses soins. Il commence systématiquement par l'ouverture d'une seringue neuve, pré-remplie de sérum physiologique, à l'aide de laquelle l'infirmière rince son cathéter central. Là, la seringue que Camille a dans la main, c'est pas une seringue qui vient d'être déballée, c'est une seringue dans laquelle elle vient de mettre quelque chose, Camille. En tournant la tête, elle voit les ampoules qu'on utilise pour lui injecter son traitement, et ces ampoules ne sont pas ouvertes. Camille s'approche d'elle pour lui injecter le contenu de la seringue, et au même moment, Zoé reçoit un message de Sandra. Un message dans lequel elle lui dit qu'elle arrive dans 5 minutes, et dans lequel elle lui demande de sortir les affaires pour qu'elle gagne du temps. Zoé comprend immédiatement ce qui se passe. Pourquoi Sandra lui demanderait de sortir les affaires après avoir envoyé une apprentie infirmière le faire pour elle? Ça n'a aucun sens. La personne dans sa salle de soins n'a en aucun cas été envoyée par Sandra ou une autre infirmière. Zoé se lève, elle regarde Camille dans les yeux et elle lui dit « Je dois urgemment aller aux toilettes, j'arrive ». Elle ouvre la porte du salon pour que son chien puisse la rejoindre et elle va s'enfermer dans les toilettes avec son chien. Quelques secondes plus tard, elle entend sa porte d'entrée claquer. Et puis, le silence. Plus un bruit dans la maison. Et quelques minutes plus tard, elle entend une nouvelle fois sa porte d'entrée claquer. Puis elle entend Sandra qui l'appelle au loin en lui demandant si tout va bien. Zoé, elle est soulagée, elle sort des toilettes, elle rejoint Sandra, elle lui explique ce qui vient de se passer et elle est complètement choquée. Sandra prend tout de suite très au sérieux la situation, elle appelle la police, ils fouillent la salle des soins, ils essaient de trouver des indices, peut-être des cheveux de cette personne, ils font des prélèvements et surtout, ils récupèrent la seringue que Camille n'a pas emportée avec elle. Quelques jours après cette histoire, Zoé a eu des nouvelles des analyses du contenu de cette seringue. Et comme prévu, c'était pas du tout du sérum physiologique. Dans cette seringue, il y avait 2 trucs. Le premier, c'est un paralysant. Il y avait une dose assez puissante pour paralyser un homme de 120 kg. Le deuxième, c'était un médicament pour diminuer le rythme cardiaque. Sauf que la dose de ce truc-là dans la seringue était tellement énorme qu'elle aurait arrêté le cœur de n'importe qui. Mais une semaine plus tard, Zoé a de nouveau des news. Apparemment, cette fille, Camille, la suivait depuis au moins 3 mois. C'est-à-dire que la police a réussi à trouver des images de caméras de surveillance d'une pharmacie. Et on y voit Zoé au comptoir et Camille, le rayon d'à côté, très attentive sur ce que Zoé raconte au pharmacien. C'est donc en l'espionnant comme ça qu'elle aurait su qu'elle a des traitements à domicile, qu'elle aurait su les heures de passage approximatives des infirmières, qu'elle aurait su aussi son adresse. Alors tout ça c'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait sur plein de jours. Comment se termine l'histoire? Bah écoutez, l'enquête est toujours en cours. Zoé ne sait toujours pas qui était Camille et pourquoi elle l'a choisi elle et pourquoi elle voulait arrêter son cœur, enfin ça a pas trop de sens. C'est une tentative de meurtre quoi, gratos. Zoé a pas déménagé, elle habite toujours au même endroit, simplement c'est systématiquement les mêmes infirmières maintenant qui passent la voir. Et aussi maintenant quand elle se rend dans une pharmacie pour acheter ses traitements, bah chaque fois c'est une pharmacie différente, un jour différent et une heure différente. Voilà, horrible cette histoire. Ah, je retire mon casque, j'ai chaud. Bref, j'espère qu'elle vous a fait kiffer celle-là, moi je la trouve incroyable. En tout cas Zoé
Chloé, si tu regardes cette vidéo vu que t'es française, t'as été d'un courage incroyable. Merci de nous avoir partagé ton histoire et puis courage pour tes traitements. Messieurs, dames, c'est l'heure de la dernière histoire et c'est celle d'Eva. L'histoire se passe 1 an avant qu'Eva la raconte, à une époque où Eva vit seule. Entre temps, elle a emménagé avec son copain. Félicitations Eva. Ce jour-là, il est 20h, elle est tranquille dans sa chambre à l'étage de sa maison. Elle bosse sur un projet de broderie. Et Eva, quand elle fait un truc, elle est vraiment focus, donc elle a aucune conscience de ce qui se passe autour d'elle, quoi. Bref, elle est donc en train de broder et puis d'un coup, elle sent son lit vibrer. Rassurez-vous, rien de paranormal, c'est juste que sa chambre est au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Et donc à chaque fois que quelqu'un ferme cette porte d'entrée, ça fait vibrer le cadre du lit d'Eva. Alors ça l'alarme pas du tout, pourquoi? Parce que même si elle vit seule, son copain vient très fréquemment la voir chez elle. Et quand il vient la voir, il fait un peu comme s'ils vivaient ensemble, c'est-à-dire qu'il toque pas, il sonne pas, il la prévient pas. Il rentre, il ferme la porte, il se pose dans le salon et il attend qu'Eva descende pour le voir. Bref, ce jour-là, Eva est vraiment plongée dans sa broderie et il lui faut 5 bonnes minutes avant de descendre au rez-de-chaussée dire bonjour à son compagnon. Elle sort donc de sa chambre, elle est en haut des escaliers et en regardant au rez-de-chaussée, elle voit que sur le porte-manteau, il n'y a pas la veste de son mec. Pourtant, systématiquement, quand son mec vient chez elle, il retire sa veste et ses pompes. Immédiatement, elle comprend qu'elle a dû rêver et elle retourne dans sa chambre pour continuer sa broderie. Au moment de remettre ses AirPods, elle entend un énorme bruit venir du rez-de-chaussée. Immédiatement, Eva panique, elle retourne à l'entrée de sa chambre et elle crie le nom de son petit ami pour savoir si tout va bien. Malheureusement, aucune réponse. Ou plutôt, pas la réponse espérée. Ce qu'elle entend en retour, c'est des bruits de pas se diriger vers sa porte d'entrée, qui fait face aux escaliers. Elle a donc tout de suite un très mauvais pressentiment, elle retourne très discrètement mais très rapidement dans sa chambre prendre son portable, et puis elle va s'enfermer dans sa salle de bain à l'étage. Aussitôt, Eva appelle la police. Elle est sur le point de leur donner son adresse lorsqu'elle entend des pas dans ses escaliers. La personne au téléphone lui demande son adresse et ce qui se passe, et Eva, en chuchotant, lui donne juste son adresse à répétition, sans rien expliquer. Elle a pas le temps, il y a quelqu'un qui est en train de monter les marches, et quelques secondes plus tard, quelqu'un est déjà devant sa chambre, là où elle était il y a à peine 20 secondes. Eva, elle en est maintenant certaine, ce n'est pas son mec qui est dans la maison. Clairement pas. Et elle décide d'ouvrir la fenêtre de la salle de bain et de descendre sur le toit de son garage. Elle est donc sur le toit de son garage et là il n'y a pas d'autre solution que de ressauter, sauf que cette fois c'est un peu plus haut. Elle s'explose les genoux à l'arrivée, elle se râpe complètement. Et là elle se relève, elle a pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer, qu'elle court le plus vite possible, le plus loin possible. Et faut savoir qu'à ce moment-là, on est mi-octobre, il fait complètement noir dans la rue, elle sait pas où elle va, elle sait pas si le mec la suit ou pas, elle en sait rien, juste elle court. Et pendant sa course, elle fait un truc assez ouf. Elle prend son téléphone, elle raccroche avec la police, alors qu'elle sait toujours pas s'ils vont venir ou non, et elle appelle son petit ami pour lui expliquer ce qui vient de se passer. Dans sa course, elle se réfugie dans un magasin dont elle donne l'adresse à son copain au téléphone. À son arrivée, elle lui explique donc ce qui vient de se passer, il est complètement choqué, il décide de rappeler la police parce que là, ils peuvent pas rentrer, le mec est peut-être toujours là, il est peut-être très dangereux, et c'est seulement 15 minutes plus tard, 15 longues minutes plus tard, qu'une patrouille arrive à la maison. Autant vous dire que ces 15 minutes, si Eva était restée dans la salle de bain, ça l'aurait pas fait. 5 minutes après leur arrivée, la police rappelle le mec d'Eva pour lui expliquer un peu ce qu'ils ont découvert dans la maison. Déjà en arrivant, la porte d'entrée était grande ouverte. Et dans le salon, la grande table basse avait été complètement renversée. C'était ça le fameux gros bruit qu'Eva a entendu quand elle était à l'étage. À l'étage, la porte de la salle de bain, elle a été enfoncée tellement fort que le cadre de la porte lui-même s'est barré du truc. En revanche, la maison n'a pas été fouillée et rien n'a été volé. Après avoir eu ces explications, Eva et son mec ont bien sûr pu retourner à leur maison, avec les policiers toujours présents sur place évidemment. Une équipe d'ambulance a été appelée, Eva s'est fait examiner, elle s'est fait un peu soigner ses genoux, compris cher dans sa chute, et Eva a réalisé que c'était peut-être très dangereux de laisser ouvert sa porte pour que son mec puisse la rejoindre quand il veut, et que peut-être il aurait fallu la fermer à clé constamment et lui donner un double des clés. Mais d'un autre côté, elle vit dans une toute petite ville dans laquelle il se passe vraiment rien, et des trucs comme ça, c'était jamais arrivé. Les 2 semaines qui suivent, évidemment, le mec d'Eva a littéralement habité chez elle. Normal. Et ils ont eu des news, ils ont eu le fin mot de l'histoire. La police a pu checker toutes les caméras de surveillance du quartier. Et sur ces caméras de surveillance, on voit un mec essayer de rentrer dans 2 maisons avant de rentrer dans celle d'Eva, parce qu'elle avait pas verrouillé la porte puisqu'elle savait que son mec allait venir dans pas longtemps. De plus, sur les caméras de surveillance, on voit qui est ce mec. Et ce mec, c'est un voisin d'Eva. Un voisin qu'elle a croisé quelques fois, qui avait l'air parfaitement normal, hormis le fait qu'à chaque fois, il lui demandait des news sur son taf et sur son mec. Alors, elle a jamais su pourquoi son voisin était rentré chez elle par effraction et ce qu'il voulait. En tout cas, le mec a été arrêté et placé en détention, puis il va être jugé. Et elle a aussi entre-temps emménagé avec son mec. Voilà. Si j'ai des voisins qui regardent cette vidéo, les gars, je ferme tout le temps ma porte d'entrée, ok? N'essayez même pas de venir aller direct ailleurs, ok? Alors on y va. Tout commence le 20 août 2018 lorsque Nella Garcia dit avoir trouvé un téléphone. Elle pensait d'abord qu'il appartenait à la fille qu'on voit sur la page d'accueil du téléphone, mais en fait non, cette fille est morte aux États-Unis 8 ans avant. Alors qu'est-ce que son téléphone fait là? Ça commence si bien. Elle nous précise qu'elle a trouvé ce téléphone en rentrant chez elle à Madrid dans un parc. Comme il n'y avait pas de mot de passe, Nella elle commence à fouiller dans le téléphone pour trouver des numéros, des pistes en fait. Mais la première douche froide, aucun
contact enregistré dans le téléphone. Comme s'il était neuf. Mais il est pas neuf puisqu'il y a la photo de cette meuf là en page d'accueil. C'est bizarre. En fouillant, Nella, tout ce qu'elle trouve, c'est un compte Facebook et un compte Instagram. Et c'est comme ça qu'elle est remontée jusqu'à la potentielle propriétaire du téléphone. J'ai fait des guillemets comme un gros connard. Facebook et Insta sur lesquels il y a quelqu'un qui était logué, quelqu'un qui répondait au nom de, non pas Bella, mais Marta Gutiérrez. Le contenu de ce compte Insta est un peu chelou parce qu'il y a très peu de photos d'elle. C'est assez impersonnel, c'est surtout des photos de paysages et de bâtiments. Avec aucune légende et aucun commentaire. Et en plus, elle suit personne et personne ne la suit non plus. C'est vraiment chelou comme compte Insta. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on en est là? Sans faire de jeu de mots parce qu'elle s'appelle Nella. J'ai pas fait exprès, je suis fier de moi. Pardon, j'ai pas de quoi être fier, je devrais avoir honte. On oublie les jeux de mots de merde, Nella, elle va avoir vraiment une bonne idée. Elle va faire une recherche d'image Google à partir de la photo de profil Facebook de Martha. Nella tombe alors sur un blog dont la photo de profil est la même photo de profil que le Facebook de Martha. Sauf que chose très bizarre, l'auteur du blog c'est pas du tout Martha, c'est Beatrice Williams. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le blog date de 2008 et c'est que des photos d'une étudiante américaine en voyage en Espagne. Et les photos sont exactement les mêmes que celles sur le Facebook de Martha. On en vient donc à la conclusion que Martha n'existe pas et que c'est juste quelqu'un qui a créé ce compte et qui utilise toutes les photos du blog de Beatrice Williams. Nella va trouver le mail de Beatrice dans la bio de son blog. Elle va lui envoyer un mail pour la prévenir que quelqu'un usurpe son identité et vole toutes ses photos pour les mettre sur un faux compte Facebook qui répond au nom de Martha. J'ai Bella dans la tête, ça influence toutes mes phrases. C'est pas Béatrice qui a répondu à ce mail, mais c'est son père. Et son père apprend à Nella que Béatrice est morte il y a 8 ans. Il avait déjà vu et signalé quelques comptes qui usurpaient l'identité de sa fille. Et il demande à Nella de faire de même pour que ses comptes soient clôturés. Ça veut donc dire que le téléphone que Nella a trouvé, il appartient pas à Béatrice, mais il appartient à Martha. Même s'il y a une photo de Béatrice en fond d'écran. Nella, elle veut donc retrouver cette fameuse Martha. Et aussi peut-être comprendre pourquoi elle a usurpé l'identité de Béatrice. C'est chelou quand même. Nella va checker dans le journal des appels si elle a émis ou reçu des appels d'un numéro. Et elle a uniquement émis des appels envers un numéro, mais beaucoup d'appels. En toute logique, elle va donc appeler ce même numéro pour essayer de retrouver la trace de Martha, la propriétaire du téléphone, et elle va tomber sur un truc parfaitement chelou. Prueba número 6. Consigue las 12 piezas y envíanos la clave. Oh, c'est quoi? C'est So dans la vraie vie en fait, c'est ça hein. Autre truc bizarre, Martha avait aussi reçu plein de SMS de ce numéro qui étaient des séries de chiffres et de lettres incompréhensibles. On pense donc que le tel appartenait à un escroc qui jouait à un jeu peut-être un peu dangereux ou flippant ou illégal, et que pour pas se faire choper par les autorités, il a usurpé l'identité de Béatrice qui est décédée. Comme ça, il risque rien si le téléphone est retrouvé ou si les appels sont tracés ou quoi. Ou alors, peut-être que c'était simplement à quelqu'un qui jouait à une sorte de jeu, vous savez comme ce jeu de merde là, le Blue Whale Challenge ou le Momo Challenge, qui sont des trucs mais nuls à chier, c'est horrible, ne faites jamais ça, c'est pourri. C'est des sortes de jeux où en gros il y a quelqu'un qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, puis ensuite il va te voler des données personnelles, il va te mettre vraiment en danger, il va niquer ta santé mentale, et ça finit même des fois par des suicides. Alors voilà, petit message d'avertissement en passant dans ce thread, ne jouez jamais à ces jeux, c'est débile, futile, ça sert à rien, et les gens qui sont derrière ces jeux là sont démoniaques. Ce téléphone appartenait donc sûrement à quelqu'un qui jouait à l'un de ces jeux malsains là, un nouveau jeu peut-être. Alors est-ce que la personne à qui appartient le téléphone a juste jeté le téléphone et arrêté de jouer parce qu'elle a pris peur, ou alors est-ce que cette personne s'est faite éliminer parce qu'elle a vu un truc qu'il faut pas, elle a fait un truc qu'il faut pas dans le jeu et ça a dérapé? On sait pas. Il nous reste donc comme élément juste les séquences de lettres et de chiffres que le téléphone avait reçues par message, et il y en a au total 12. Vous savez très bien à quoi ça correspond, on est habitué des coordonnées GPS bien sûr. Quelqu'un va alors placer chaque repère sur une map et envoyer le screen à Nella, et ça donne un truc un peu abstrait hein. En tout cas tous les points correspondent à des endroits à Madrid. Nella va ensuite faire une découverte très intéressante, elle remarque que chaque fin de série est constituée d'une date, d'une heure et d'une orientation. Nella va alors prendre l'une de ces séquences et tester sa théorie en mettant les coordonnées sur Google Street et en orientant la caméra dans la direction indiquée, en l'occurrence l'est, et boum, on obtient une photo du même point de vue qu'une photo qui se trouve sur le compte Instagram de Martha. Coïncidence? Non. Elle va tester avec tous les SMS et chaque SMS reçu correspond en fait à une photo de Insta. C'est lié, c'est évident. Les photos de ce compte Instagram sont des photos qui ne se trouvent pas sur le blog de Beatrice Williams, donc on suppose que c'est des photos qui ont vraiment été prises par la personne qui avait ce téléphone. L'enregistrement parlait de 12 épreuves, on en est à 11 photos. Alors Nella, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en charger. La dernière photo doit donc être prise le 21 août à 23h47 aux coordonnées indiquées par le SMS. Elle va taper les coordonnées sur Google Street et on tombe sur un parc. Il y a que des arbres comme dans n'importe quel parc. Mais alors pourquoi il y a une heure précise pour prendre ces photos? C'est chelou. Elle va alors compter ce qu'il est possible de compter sur chaque photo qu'il y a sur le compte Instagram. Par exemple, sur une photo il y a une main, on peut y compter 5 doigts. Sur une autre photo il y a des tours et on peut en compter 4. Parfois sur des photos il y a même directement marqué un chiffre. Par exemple sur celle-ci où il y a marqué 81. Bref, quand on applique ça à chaque photo, ça nous donne pareil une série de chiffres qui sert
sert sûrement à quelque chose pour débloquer une autre étape du jeu. On va voir ça après. Le soir même, Nella doit s'occuper de sa mère qui habite loin de l'endroit indiqué, alors elle va demander à des tweetos d'aller prendre la photo. Putain, elle met en danger ses followers quoi. Faut pas la suivre Nella, faut pas la suivre. Elle reçoit donc pas mal de photos, et point commun dans toutes ces photos, c'est qu'il y a un poteau sur lequel il y a marqué 361. On a donc le dernier nombre qui complète cette série. Elle envoie donc la série au numéro, elle reçoit un SMS qui lui dit clé incorrecte, mais tu n'es pas loin. On te laisse une dernière opportunité, réfléchis bien. Le coup de pression. En publiant la dernière photo sur Insta, Nella s'aperçoit que il y a certaines photos qui ont été prises de nuit et d'autres de jour du coup, parce qu'il y avait une heure imposée par photo comme on l'a dit. Et tout ça a été fait de manière à ce que les photos de nuit forment un F. Nella, elle pense que c'est pas une coïncidence et elle veut ajouter le F au code. Elle décide de le mettre à la fin du code et elle envoie ça au numéro en question. Et la surprise, un petit singe rouge choqué. Elle va donc rappeler le numéro et le message n'est plus le même qu'avant. Prueba número 7. Destripa al mono. À partir de là, les énigmes s'enchaînent et je vais vous les raconter un peu en accéléré parce que ça dure vraiment 1000 ans et c'est abusé comme le jeu va loin. Et c'est abusé comment c'est dur, genre heureusement que Nella elle a plein de followers sinon elle aurait jamais pu trouver. Bon, Nella elle va donc analyser le code de l'image et elle va tomber sur une URL. En tapant l'URL dans son navigateur, ça va l'amener sur un site chelou où il y a un compte à rebours qui est en cours. Est-ce que le compte à rebours s'est déclenché au moment où elle est arrivée sur le site ou est-ce qu'il dure depuis que tout le jeu a commencé? On sait pas. Et en dessous de ce compte à rebours, il y a une indication, entrez la réponse ici. Quelle réponse? Faut qu'on tape quoi bordel? Elle est passée d'une épreuve à une autre, alors elle va rappeler le numéro et elle a bien fait parce que le numéro maintenant dit autre chose. Prueba número 8. La primera frase del primer libro. La première phrase du premier livre. Ok. Parallèlement, elle s'est fait hacker son compte Facebook et son image de profil et sa bannière ont été remplacées par des images de singes rouges. On suppose donc que les mecs qu'il y a derrière le jeu sont des putains de hackers. La première phrase du premier livre, il s'agit en fait de la première phrase du livre La Genèse, qui est la suivante. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Elle va alors taper ça sur le site et apparemment c'était le bon truc à marquer puisqu'elle va recevoir un mail dans lequel il y a marqué un code binaire. C'est quoi ces énigmes? Ça n'arrête plus. Et l'objet du mail est un peu creepy parce qu'il dit assure-toi d'avoir ta webcam allumée pendant que tu lis ce mail. Est-ce que t'as accès à ma webcam, connard de hacker? La webcam de Nella se met alors à clignoter. C'est un peu flippant, elle dit qu'elle redémarre son Mac et que ça continue à clignoter. Et des tweetos vont dire à Nella que le code binaire qu'il y a dans le mail, quand on le traduit, ça donne un lien Vimeo. Petit problème, la vidéo Vimeo, elle est en privé et il faut un code pour pouvoir la voir. Oui, on peut faire ça sur Vimeo. Les gens vont donc très vite comprendre que les clignotements de la webcam de Nella, c'est un second code Morse qui, lorsque on le traduit, nous donne le code qui permet d'accéder à la vidéo Vimeo. Ça va loin, bordel, moi mon cerveau là il pète. Moi le téléphone, je le refous dans le parc, je m'en bats les couilles. En tout cas, sa théorie était bonne puisqu'elle a pu accéder à la vidéo Vimeo et elle aurait préféré ne pas y accéder du tout d'ailleurs. Creepy en fait, ce jeu il est pas du tout ça en fait. Un mec avec un masque de singe s'est introduit chez Nella et sa mère. C'est clairement le pire truc qui peut t'arriver hein. Trouver une vidéo où c'est un mec qui est chez toi qui te filme pendant que tu dors et t'as jamais su que c'était arrivé et tu le découvres et tu te sens très très mal. À la fin de la vidéo on voit très clairement le mec retirer la coque du téléphone de Nella et glisser un petit papier. Et donc Nella elle va récupérer ce petit papier, elle va le tweeter et il dit un truc pas très cool puisqu'il dit nous la tenons, nous la ramènerons ici en fonction de toi. Viens seul, ne dis pas où et quand. Et à la suite de cette phrase il y a marqué une adresse. Alors là on commence à toucher à la fin, ça part en kidnapping donc c'est chelou. Réaction humaine, plutôt que d'aller voir la police et de leur dire ce qui se passe, t'as peur que ça mette en péril ton proche. Donc tu fais ce que les méchants ils disent, voilà, tu vas au rendez-vous. Et c'est ce que Nella elle va faire. Et elle va en arrivant sur place prendre des vidéos de ce qu'elle voit parce que c'est très chelou. Quelle bonne
bonne idée. Bah on dans le coffre Nella, vas-y je t'en prie. Ça m'énerve là quand les gens ils sont stupides là. C'est comme dans les films, ça m'énerve. Elle va tweeter que la voiture a fait un arrêt et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est monté dedans, mais elle sait pas qui, quand, comment ni où ils vont. Les kidnappeurs de Nella vont alors la laisser dans un garage et se barrer. Et elle tweet une photo, elle nous dit bon voilà je sais pas où je suis, ils m'ont laissé là, y a personne, je sais pas quoi foutre. Elle va errer dans ce parking moisi complètement vide et elle va trouver un ascenseur. Et dans cet ascenseur il y a juste un seul bouton. Pendant que l'ascenseur monte, sur l'écran on voit le logo du singe rouge qui apparaît. Elle est peut-être au cœur du gang qui gère tout ça depuis le début. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Nella descend et elle filme tout de suite ce qu'elle voit. Et c'est putain de creepy, c'est genre vraiment un décor de film d'horreur. T'as vraiment pas envie d'être là de toute ta vie. Et là elle tombe sur un ordinateur. Écoute le son de la jungle avec un code à taper. Elle teste singe rouge, y'a rien qui marche et y'a un tweetos qui lui sauve la vie. Il a Shazam la bande son de la vidéo et apparemment c'est un titre interprété par Red Monkeys 2. Bingo, c'est le bon code. Est-ce qu'on arrive enfin à la fin et on va savoir pourquoi, c'est quoi ce jeu et qui sont ces gens? Un dossier qui porte le nom de Nella, pas une énigme. Putain, y a pas d'énigme dedans. Nella tweet que d'après ce qu'elle vient de voir, la fausse Martha et le portable c'était juste des appâts dans le but d'attirer Nella à cet endroit. Et effectivement, on s'en rend compte dans la vidéo qu'elle publie juste après. Así que yo que... Est-ce que c'est la sirène qui marque la fin de toute l'énigme? Est-ce qu'on a enfin la clé qui va élucider le mystère? On n'en peut plus nous. Nella en manque de réseau va nous donner des nouvelles comme elle peut. Elle va nous dire qu'elle a fui l'immeuble, qu'elle est juste à côté, que l'alarme continue de sonner mais que des fois elle s'arrête pendant quelques secondes et que pendant ces quelques secondes elle récupère du réseau. Et à ce moment là uniquement elle peut nous prévenir de ce qui s'est passé. Elle tombe sur une sorte de grosse base où il y a des antennes comme un gros complexe télécom un peu bizarre. Du coup elle va appeler au moment où il y a du réseau le putain de numéro alors qu'elle devrait appeler la police totalement, je sais, on est d'accord. Et le numéro lui dit Prueba final. Corrige la señal desde la jungla y serás libre. Elle va alors comprendre que ce qu'ils attendent d'elle, c'est qu'elle rétablisse le signal. Ce qu'elle nous avait pas dit, cette petite maline, c'est que c'est une programmeuse, donc du coup elle s'y connaît bien en informatique. Elle va donc retourner dans l'immeuble au PC pour essayer de rétablir ce putain de signal et qu'on a enfin des réponses. Une fois devant le PC, elle résout le problème et là, on n'a plus de nouvelles de Nella pendant quelques temps. Mais quand elle en redonne, on comprend. Après avoir réussi à réparer le signal, les lumières sont allumées, l'alarme s'est arrêtée, la couverture réseau a été complètement rétablie, donc Nella a compris que le jeu était terminé. Elle a aussi compris qu'elle a été choisie parce que c'était une candidate parfaite et il le savait parce qu'elle avait partagé toutes les infos pour qu'il le sache sur ses réseaux sociaux comme tout le monde le fait. Elle comprend aussi que c'est pas la seule à avoir vécu ce truc là, il y a d'autres candidats aussi qui ont fait toutes ces épreuves. C'était des tests visant à recruter des gens dans l'organisation Red Monkey, le singe rouge là. En gros c'est carrément une secte qui travaille pour essayer de rendre internet plus sain, pour que les gens soient moins en danger, fassent plus gaffe à leurs données, que leurs données soient en sécurité, etc. Et leur manière de recruter étrange met en évidence le fait qu'on partage tous beaucoup trop d'infos à nous sur internet et qu'il est très facile de savoir quasiment tout sur quelqu'un grâce à internet. Par exemple, il savait que Nella elle adorait les énigmes et le mystère. Il savait que sa mère elle était très importante pour elle. Bon, ça faut pas être un génie hein. A priori, il savait qu'elle réagirait comme ça, quelles compétences elle avait, donc elle était fort en développement, qu'elle partagerait tout sur Twitter et que tout le monde l'aiderait et relayerait ça. C'était pour eux une manière de savoir si elle était qualifiée et qu'elle pouvait rejoindre la secte hein, carrément, et participer aux centaines de milliers d'attaques virtuelles qu'ils vont faire sur tous les serveurs sur lesquels sont hébergées les données de tous les humains. Eh bah putain, si on avait su ça. Les amis, c'est la fin du thread Red Monkey. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Franchement, il est trop bien foutu, il y a plein de photos, plein de vidéos. Il y a quand même une petite morale cool, c'est qu'effectivement faut faire attention à nos données, faut faire attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. En fait, faut faire gaffe à ce que les gens peuvent savoir de nous alors qu'ils nous connaissent même pas dans la vraie vie et que nous on les connaît pas.